Alors aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo un petit peu sérieuse. Et ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que je trouve que aujourd'hui, encore, ce que moi j'appelle des artisans d'exception, avec des savoir-faire d'exception, même si ça n'a pas forcément un rapport direct avec le bois, ce que je viens de voir et que je vais partager avec vous, je trouve que c'est devenu tellement rare que je pouvais pas ne pas le partager avec vous. Moi personnellement, j'ai passé une journée magnifique, je me suis éclaté. J'ai un travail de fou là pour faire le montage vidéo, mais c'est pas grave, franchement. Voilà. Donc ça s'appelle la Malle en Coin, et vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Dans la vidéo, si je te réponds, je t'appelle Yann. Ah bah tant qu'à faire, Ok. Non, mais. tu peux m'appeler Germaine, mais... Non, mais je t'appelle pas Cray. Ah bah non, D'accord. c'est un pseudo ça, Oui, ok. c'est pour pas qu'on me reconnaisse. Ouais. Sinon après je suis obligé de signer les autographes dans la rue et tout ça. Donc j'ai mon café, j'ai mes questions, Moi, j'ai à boire aussi. voilà. Je vais commencer par te remercier de m'avoir reçu. Ah bah, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Ça va le café? Ça va, le Ça café va, est bon, le café, on c'est peut y aller. Donc tu vas voir que la première question démontre que j'ai préparé mon sujet. Jean-Philippe, qui es-tu? bon. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Roland. J'ai 55 ans. Ça fait maintenant 19 ans que je restaure et que je fabrique des malles de voyage. Alors, par malle, on entend malle, wardrobe, vanity, valise. La spécialité des bagages rigides dans la maroquinerie, c'est une spécialité à part. Donc, pas les sacs à main, tout ce qui est sac souple, pas du tout, que le rigide. Là aussi, tu vas voir, j'ai encore vachement préparé mon sujet. C'est quoi la Malle en Coin? Alors, La Malle en Coin, c'est le site internet qui présente les activités de notre société. La Malle en Coin, c'est trois parties, on va dire. Une partie vente de bagages, puisque c'est notre moyen de vivre. Hein. Nous vendons des bagages. Donc, ce sont des malles anciennes que vous pouvez voir derrière nous, là, un peu partout. En gros, il y en a à peu près entre 300 et 400 en permanence en stock. La vente de ces bagages permet de payer le personnel, le loyer, etc., comme toute entreprise. Mais la petite différence, c'est que surtout, ça nous permet d'acheter des pièces que nous stockons et que nous mettons au musée du bagage. Et donc le musée du bagage, c'est une institution publique gérée par la ville de Haguenau. Et la ville de Haguenau gère l'ouverture du musée, la partie collection, la partie historique, la partie visite. Mais nous avons fourni toutes les pièces, puisque moi, c'est une passion au départ. Et la meilleure façon de créer une collection de musée, il y avait deux solutions. Soit il fallait être le fils de Rockefeller, et manque de bol, mon père Roland s'appelle pas Rockefeller. La deuxième solution, c'était de trouver des bagages et de les acheter. Et comme j'ai pas tous les moyens pour pouvoir acheter tout ce que je veux, j'en restaure une partie que je revends. Et avec la marge, j'achète des pièces que je mets au musée du bagage. Ça, c'est notre première activité que vous trouvez sur la Malle en Coin. Notre deuxième activité, qui est un peu une conséquence de la première, nous avons un certain nombre de gens qui nous demandent de restaurer des bagages pour eux. C'est une grosse partie de notre activité, hein. C'est une partie très importante. Donc on restaure des malles pour des marchands français, allemands, italiens, anglais, espagnols, malaisiens, chinois. Je crois qu'on a eu à peu près tous les pays tous les continents, exception faite de l'Afrique. On n'a pas eu de clients jusqu'à présent, mais sinon États-Unis, Mexique, Canada, enfin tout ce qu'on peut imaginer. D'accord. Et puis ensuite une troisième et une quatrième activité, et j'en aurai fini. La troisième, c'est de vendre de la quincaillerie de bagages, pour la simple et bonne raison que pour notre propre besoin, nous avions besoin de serrures, de coins, de clous, de choses comme ça. C'est très difficile à trouver, et souvent il faut commander d'énormes quantités. Par exemple des clous spéciaux de maltier, ce sont des clous qui sont forcément recuits pour qu'ils puissent être tournés, donc ils ne doivent pas être cassants. Des clous comme ça, c'est pas facile à trouver, et surtout, notre fournisseur nous impose des commandes de 50 000 clous.
Donc toi, le bricoleur du dimanche ou la personne amateur qui a envie de fabriquer une malle, par exemple, il va pas commander 50 000 clous. Donc comme nous, 50 000 clous, c'est trop par rapport à notre besoin, nous achetons 50 000 clous et puis on en réserve une partie qu'on vend. Et donc au fur et à mesure, j'ai fourni d'autres artisans maltiers. Donc nous vendons des coins à des grandes marques de luxe, quelques-unes de temps en temps pour des besoins spécifiques, ou alors pour des fabricants, des maltiers qui, eux, fabriquent, mais qui n'ont pas forcément toutes les fournitures nécessaires. Donc ça, c'est une troisième partie. Et la quatrième partie, c'est la fabrication de malles à la demande pour des objets particuliers. Par exemple, on vient de fabriquer 3 malles pour la prochaine série de Canal+, qui s'appelle Paris Police 1900, où le décorateur me dit « Je veux ranger un cadavre, mon cadavre fait de telle taille, faites-moi une malle, look 1900, dans lequel le cadavre, en mousse évidemment, va être pile poil bien calé, par exemple. Voilà, c'est les 4 activités que nous avons. Du coup, si j'ai pété une roulette à ma Samsonite, je te l'amène ou pas? Non. Tu peux m'envoyer une photo et j'essaierai de te conseiller, mais je ferai pas le travail parce que c'est trop récent. D'accord. En gros, on s'arrête, nous, à 1960. D'accord. Après 1960, je considère que c'est contemporain. Et donc, c'est plus du travail artisanal. D'accord. Et donc, il fallait choisir une date. Enfin, il y a un moment, il faut savoir Oui, s'arrêter. je comprends bien. Donc, j'ai choisi 1960. Donc ton métier, c'est pas valisier alors du coup? Non. Mallier, on dit maletier, c'est ça? Maltier. Maltier. Alors, maltier, c'est le fabricant de malles. D'accord. Et sinon, c'est restaurateur de bagages anciens. Il y a des écoles pour devenir restaurateur de Non, malles? il existe des écoles de restaurateurs. Il y a des restaurateurs musées, par exemple, qui ont appris à restaurer tout ce qui est métallique. C'est une formation spécifique. Il y a des gens qui ont appris à restaurer tout ce qui est cuir ou tout ce qui est papier, tout ce qui est parchemin, tout ce qui est bois. Ça fonctionne plus par matériaux. Ça fonctionne par matériaux. Le restaurateur de bagages, c'est quelqu'un qui mélange un peu tout, donc il n'y a pas d'école. Parce qu'en fait, nous avons du bois, on a beaucoup de métal, on a de la toile, on a parfois du papier pour les intérieurs, par exemple, de bagages, c'est des fois du papier peint, ça peut être du papier peint. Mais on peut avoir aussi des résines, on peut aussi avoir de la peau, ça peut être du cuir, ça soit du parchemin, ça soit... Et donc on mélange un petit peu tout et il faut s'adapter à un petit peu toutes les situations. Alors, on a déjà parlé un petit peu, mais donc tes clients, c'est qui? On a vu le cinéma. Alors mes clients en fabrication, c'est le cinéma, c'est des gens comme Disney par exemple. J'ai vendu une centaine de malles à Euro Disney qui s'en sert comme décor, comme D'accord, donc il y a du décor. du décor, du théâtre, Oui. des films, des séries télé, des choses comme ça arrive. J'ai aussi des clients qui sont des vrais collectionneurs, c'est ma plus grosse clientèle. Ce sont des collectionneurs qui collectionnent les bagages anciens pour 2 raisons. Soit parce que c'est beau et que pour eux c'est comme une sculpture, c'est comme... Ce sont des passionnés. C'est des passionnés, comme t'achèterais une commode Louis XVI authentique, parce que c'est beau, parce que ça fait un beau rangement. Moi, j'ai des clients qui ont des malles Vuitton, par exemple, ou Goyard, comme table de nuit, ou alors comme table à café. C'est simplement un bel objet. Donc, c'est beau, donc ils le gardent chez eux. Parce qu'il y a un côté voyage intérieur. C'est-à-dire que ça rappelle les voyages dans le temps, en diligence, en train, en avion, en montgolfière, etc., etc. Et après, j'ai une deuxième catégorie de clients collectionneurs aussi, mais qui sont plus des collectionneurs financiers. C'est-à-dire que c'est un placement financier. Une très belle malle Vuitton, c'est une collection au même titre qu'on peut acheter une montre, une voiture ancienne, un beau tableau. Collectionneur d'art. C'est ça. C'est en même temps un investissement, une passion. Voilà. Donc une partie de ma clientèle, c'est ça. Une autre partie, ce sont des professionnels de l'Antiquité qui m'achètent des pièces pour les revendre. Donc là, typiquement, comme le marché français est le moins cher d'Europe, eh bien en général, c'est des Anglais qui achètent et qui vendent en Angleterre, ou le marché le plus cher est le marché de Hong Kong. Donc eux se fournissent beaucoup en Angleterre et les Anglais se fournissent en France. Donc en fait, c'est une succession de marges. Nous, on vend en règle générale au coût le plus faible, tout simplement parce que nos loyers sont pas les mêmes, les charges sont pas les mêmes. Par exemple, mon confrère anglais, pour 100 mètres carrés, il paye 80 000 euros de loyer. Les matériaux que tu travailles? En restauration, on travaille le peuplier, le hêtre. Ça, c'est dans le bois. Oui, c'est bien ça. Il faut dire le bois parce que ils vont regarder le bois. Oui. Alors en bois, le peuplier, le hêtre, dans tout ce qui est bagages, et puis dans tout ce qui est petits coffrets, puisqu'il nous arrive aussi de restaurer des caves à liqueurs, de restaurer des écritoires de marine, de choses comme ça. Donc là, on rentre dans les essences un peu plus exotiques. Mais la base, n'importe quelle malle est faite en peuplier. Alors pourquoi le peuplier? Parce que le peuplier peut plier. C'est un bon moyen technique. Je vous invite à... Oui. En fait, il est utilisé parce qu'il est flexible. Il se ploie facilement. Il se ploie facilement. Et donc, le principe d'une malle, c'est que c'est une structure, on appelle ça le fût.
d'où l'ancien nom qui s'appelait les fûtiers. Le fûtier, c'est celui qui fabrique le fût. Donc ce fût se fabrique toujours champ contre champ. Il n'y a pas de queue d'aronde, il n'y a pas de queue de droite, c'est vraiment le b.a.-ba de la menuiserie. C'est champ contre champ, collé, clouté. C'est la base de toutes les malles depuis 1800, à peu près. Et ça tient. Et ça tient. Alors attention, pour remettre les choses à leur place, pourquoi ça tient? Parce que en fait, tout le principe d'une malle, et c'est assez marrant parce que les menuisiers ont du mal à des fois le percevoir en fait. Mais en fait, vous faites un fût en peuplier, en général c'est du 10 mm d'épais. Aujourd'hui, certaines malles sont faites en oukoumé, mais à l'époque c'était vraiment du peuplier. Champ contre champ, collé, clouté. Ensuite, on rajoute par-dessus une toile, ou un cuir, ou du métal, puisque vous avez des malles qui sont gainées de zinc, vous avez des malles qui sont gainées de toile enduite, de cuir, etc. Ça participe à la tenue. Alors ça va participer en partie à la tenue, parce que la toile, bien évidemment, elle est collée. Donc tout ça, c'est collé. Et une fois que l'ensemble est collé, on va renforcer les points de fragilité par de la bijouterie, c'est-à-dire des coins, des équerres, une serrure, des fermoirs, éventuellement un centreur qui va permettre que le couvercle arrive pile au bon endroit, on appelle ça un centreur. Et tout ça va être renforcé par des lattes de renfort. Ces lattes sont en hêtre, alors elles sont utilisées pour leur rigidité. Et ces lattes sont fixées par des clous qui ont la particularité d'être retournés comme des hameçons à l'intérieur de la malle et d'être compressés de façon à ce que le clou par l'intérieur aide au non-arrachement. Et donc la particularité d'une malle, c'est qu'il n'y a jamais de vis. Si vous voyez une vis sur une malle, c'est qu'elle a été réparée par un incompétent. Qui ne connaissait rien. Voilà. Puisque la vis a un fort pouvoir d'arrachement. Vous mettez des poignées vissées sur une malle qui fait 80 kg, vous soulevez la poignée, elle vous reste dans les doigts. Vous mettez la même poignée, mais vous la fixez avec des clous retournés, vous pouvez soulever la malle. Et ça tiendra. Sachant que, en plus de ça, la plupart des malles à l'époque n'étaient pas faites pour être soulevées, mais elles étaient faites simplement pour être poussées et mises sur un diable. On ne transportait pas ces malles soi-même, contrairement à ce que les gens pensent. Puisqu'une malle courrier, ce qu'on appelle une malle courrier, c'est une malle qui fait 1 mètre par 50 par 50 à peu près, il arrivait qu'elle pèse 100 kg pleine. Donc évidemment, les gens partaient pas en vacances avec leurs malles comme ça. Elles étaient portées par des porteurs et sur des systèmes de diable. On n'était pas plus bête à l'époque qu'on l'est aujourd'hui. Point de vocabulaire, du coup, oui. Les coins, les fermoirs, tout ça, ça s'appelle pas la quincaillerie, ça s'appelle la bijouterie, c'est ça? Oui. Alors, des petites nuances comme ça. Nous, c'est vrai que dans la bagagerie de luxe, on appelle ça la bijouterie. Et pour l'anecdote, surtout pour ceux qui travaillent le bois, vous voyez le petit fermoir qui se pose sur une malle. Chez les ébénistes, ça s'appelle une grenouille. Chez nous, ça s'appelle un crapaud. D'accord. Mais c'est bien la même chose, c'est le fermoir. Ouais, c'est pour faire ton intéressant, quoi. Voilà. Alors, puisqu'on parle justement de ces pièces-là, j'imagine que sur des malles à restaurer, certaines pièces doivent être à remplacer. Oui, ça arrive. Et du coup, tu commandes tes pièces sur Amazon? Alors, malheureusement, non, ça n'existe pas. Donc, on pratique beaucoup ce qu'on appelle la cannibalisation. C'est-à-dire qu'en gros, je rachète toutes sortes de malles diverses et variées. Et souvent, dans les malles qu'on rachète, il y a des malles qui ne sont pas sauvables. Donc, on va prélever en fait un certain nombre de pièces sur ces malles et cannibaliser pour en réparer d'autres. Ça, c'est la première solution. C'est ce qu'on fait, par exemple, avec des malles de très grande valeur. Quand on a à restaurer une malle qui vaut 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, le client ou le collectionneur ne supporterait pas ou n'aurait pas l'idée qu'on lui remplace une pièce ancienne cassée par une pièce neuve. Ça s'appelle de la réparation. C'est ce que font les marques de luxe. Par exemple, sur un sac à main, tu as un sac à main cassé, la poignée, tu l'amènes au magasin et te remplaces la pièce. Sur une pièce historique, sur une pièce ancienne, il n'est pas question de remplacer par une pièce neuve. Soit on remplace par une pièce qui est refaite de la même façon et qui est patinée pour être vieillie. On va dire une des parties de notre boulot qui est le plus difficile. Arriver à ce qu'une poignée en cuir, elle ait l'air d'avoir 100 ans alors que je l'ai fait la semaine dernière, c'est vachement plus compliqué que de poser une poignée. Ou alors, on va prélever des pièces authentiques sur des malles anciennes, ou alors on refait faire. Par exemple, vous connaissez peut-être des sociétés comme Ferrure et Patine à Strasbourg, qui refabriquent en fait en fonderie des pièces de bronze pour des meubles anciens, des choses comme ça. Moi, je fais un peu la même chose. Je prends la pièce, je la moule, j'envoie le moule chez un fondeur d'art, qui va me recouler la pièce, qui me la renvoie brute. Puis ensuite, on la lime, on la polit,
et on la remonte. Est-ce que tu sous-traites certaines opérations? Tu fais tout toi-même? Alors je sous-traite le laquage Oui, quand j'ai du laquage à faire, d'accord. pour 2 raisons. D'abord parce que je sais pas faire. En tout cas, je sais pas faire aussi bien qu'un vrai laqueur. Et ensuite parce que c'est un voisin et donc c'est facile. Ça, c'est la première chose que je sous-traite. Et la deuxième chose, je sous-traite la fonderie. Je ne fais pas de fonderie ou de coulage de laiton moi-même ici, quoi. C'est trop dangereux, c'est un autre métier, c'est autre chose. Oui, je comprends. Oui. D'accord. Donc ça, c'est tout le reste, tu en fais. Oui, sauf cas particulier. Oui. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai sous-traité de la CNC à quelqu'un parce que j'ai pas de CNC, j'en ai besoin un peu. Il m'arrive de sous-traiter aussi de la découpe laser sur tôle. Oui, enfin, voilà. Mais d'accord, mais le sinon, principal, c'est ce qu'on a dit, la fonderie Voilà. et le laquage. Voilà, ouais. Un peu comme le menuisier anciennement portait son meuble fini chez le vernisseur. C'est ça, en fait. c'est ça, c'est ça. Si c'était pas aussi cher, d'ailleurs, je sous-traiterais tous les vernis. Parce que c'est un vrai métier et que les gars, il faut voir, ils sortent des résultats fantastiques. Ah bah, La laque, c'est vraiment très très beau. oui, ça je veux bien le croire. Et j'ai une dernière question un peu plus philosophique. Et je te laisse une malle. Est-ce que c'est un objet de luxe? Alors si on considère qu'avoir un objet de luxe c'est un objet inutile, c'est du luxe parce qu'aujourd'hui on voyage plus avec une malle. Bon, on voyage avec une valise en tout état de cause, mais oui. Oui, mais alors si on parle de valeur, nous on a des malles anciennes à vendre restaurées à partir de 250 €. Donc c'est pas du tout du luxe. Hein. Je pense que ça raconte une histoire, ça permet de voyager chez soi. Ça rappelle les temps reculés de la diligence, du train, du paquebot, des premiers avions. J'ai restauré par exemple une malle pour le musée de l'hydravion, où on voit encore l'hydravion avec les sièges en osier. Donc les gens voyageaient au départ de Bordeaux, d'un lac, partaient en hydravion. Ça évoque des tas de choses chez moi. Après, pour moi, c'est du luxe. C'est le fait de pouvoir avoir ça chez moi. Après, chacun voit midi à sa porte. C'est plus un livre qui raconte une histoire qu'un objet de luxe. C'est ça. Final. Ouais, mais c'est surtout, c'est la possibilité d'avoir un objet, luxe ou pas, on s'en moque en fait, utilitaire chez soi. Parce que moi, je range des albums photos dans une malle, j'ai une malle en table basse, j'ai une malle, enfin pas forcément, mais en table de nuit, en bout de lit, pour ranger les couvertures. Il y a des tas d'usages, on trouve toujours un usage à une malle, parce qu'en gros, c'est une malle, c'est une boîte dans laquelle on range des trucs. Sauf que c'est un peu plus joli que le simple coffre basique en bois, simple. Et ça a une âme peut-être. C'est ça. Et comme ça, pour l'anecdote, la différence entre un coffre et une malle, parce que souvent les gens voient pas la différence. Le coffre est un objet qui la plupart du temps a été fait en chêne, en noyer, en sapin, en satinier, qui avait comme fonction de ne pas bouger et qui était éventuellement transportable. Voilà l'idée du coffre. La malle, c'est un coffre, mais qui a comme fonction de voyager et de bouger. Donc on a cherché à mettre un revêtement pour protéger le contenu de l'eau. Au départ, c'était des peaux de bêtes, et puis ces peaux de bêtes, quand il pleuvait, elles se mouillaient, et donc au bout d'un moment, on protégeait l'intérieur, mais ça puait. Et donc on a remplacé ça, soit par du cuir tanné, soit par des toiles enduites. Et donc c'est pour ça que les bagages étaient faits, c'est qu'ils étaient amenés à être transportés, à voyager en permanence, contrairement à un coffre. Sinon la base est la même. D'accord. Voilà. Du coup, tu vas nous faire visiter l'atelier? Allez, je vais vous faire visiter notre atelier avec grand plaisir. Marche. Par quoi est-ce que tu veux commencer? Vas-y, explique-nous. Alors notre atelier, il se répartit en quatre grandes parties. Ici, vous êtes dans la partie principale, où en fait on va faire le montage des bagages et des réparations, on va dire quasi propres. On a une autre pièce qui est un peu avant, qui est une pièce de gainage. Ici, on a notre établi de maltier. En fait, c'est 2 établis de mécaniciens qui sont réunis de façon à avoir une surface de travail qui est plus grande. Et avec ce qu'on appelle la losineuse. C'est un établi, en fait, comme ça, en clin d'œil, je dis c'est un établi Roubaud, mais c'est décrit dans des catalogues du type Diderot et d'Alembert, Roubaud et autres. C'est comme ça, en fait, qu'on fait les losines. C'est-à-dire qu'en gros, quand on veut poser les cornières ici, là, d'une malle, c'est très embêtant de le faire sur un simple bureau. Pourquoi? Parce que
Je sais jamais comment placer mon fût, mon couvercle ou le fût. Et donc le fait d'avoir une grosse pièce en acier ici qui fait 15 mm d'épais me permet d'avoir une absence de rebond, de pouvoir le régler selon la profondeur de ce que j'ai à faire. Je peux poser ma cornière comme ça et je vais pouvoir ensuite planter des clous et pouvoir taper sans avoir de rebond. C'est-à-dire que je vais pouvoir vraiment travailler confortablement et changer ça comme ça. Donc ça, c'est une partie importante. C'est pour ça que c'est à une hauteur qui est en fonction de ma taille et que je peux le tirer pour pouvoir faire l'autre partie. Ici, je vais faire le couvercle et puis après, je peux faire le fût très facilement. Je peux aussi faire des couvercles de wardrobe, donc des grosses parties. Et ça, c'est très pratique. Et puis ensuite, mes deux établis de mécanicien me permettent d'étaler en fait et de pouvoir travailler de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ici, je peux avoir une grosse malle à plat si nécessaire. Et si j'ai besoin de travailler le bois, j'ai un établi de menuisier traditionnel de l'autre côté. Donc ça, c'est un établi classique, hein, comme tout le monde peut avoir. Et là, eh ben, c'est pareil, c'est un grand plan de travail qui va me permettre de faire des vernis, de faire des montages un peu particuliers ou d'étaler les choses de façon spécifique. J'ai ici tout l'outillage classique. Donc là, c'est principalement visseuse, perceuse, lime électrique, décapeur thermique, enfin tout ce que vous pouvez avoir dans un atelier classique. Il n'y a pas de grande différence. La seule différence, c'est notre marteau. On travaille avec des marteaux comme ça, qui ont cette partie-là qui est particulièrement longue. Donc on travaille, la particularité des maltiers, c'est qu'on travaille avec des marteaux très très longs ici, de façon à ce que quand on plante des clous pour tenir un coin, on puisse aller frapper à l'intérieur, alors qu'avec un marteau qui aurait une toute petite partie ici, on aurait beaucoup plus de mal. Ouais, tu buterais sur le manche. On buterait souvent sur le manche, et là ça va nous permettre vraiment d'aller partout. Voilà. C'est la seule particularité en outillage, à part quelques petits outils évidemment bien spécifiques, mais pour la malle c'est ça. Ensuite, on a des armoires de chimie, puisqu'on utilise beaucoup de chimie, que ça soit des résines pour refaire des toiles ou pour modifier. Par exemple, une toile qui serait fendue, on utilise des résines exactement les mêmes qui ont été utilisées par exemple pour restaurer des tableaux. En gros, il faut que malgré l'hygrométrie qui change, eh bien, la toile ne se refende pas. Donc c'est un genre de cintre au bois, sauf qu'au lieu d'être pour le bois, c'est pour du tissu. Mais le principe est à peu près le même. Et cette résine, elle est teintable, elle est assimilable par d'autres choses, et on peut la mélanger avec de la terre, on peut la mélanger avec des colorants, de façon à avoir différentes couleurs, différents modes, pour pouvoir réparer une petite zone ou une petite chose. Donc on utilise des latex, on utilise des résines colorées, on utilise de la terre, on utilise de la résine époxy, on utilise tout ce genre de choses pour faire des petits mélanges et réparer. Et donc ça se fait en général dans cette zone-là, où on a la chimie. Alors on a avancé dans l'atelier. Ouais. Ici on a 3 zones. Là j'ai tout ce qui est petit électroportatif, donc défonceuse, scie saute, affleureuse. La fleureuse c'est mon outil préféré, oui, la fleureuse Makita. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors après qu'elle soit Makita ou autre chose, je m'en fous, mais celle-là elle me plaît particulièrement parce qu'elle est petite et elle est modulable dans différents blocs et je trouve ça absolument génial. J'adore cette machine. Je trouve que c'est vraiment une machine super pratique. Tu l'utilises souvent d'une main, hein, c'est vraiment génial. T'as fait une vidéo dessus, donc oui, j'en sais quelque chose. Je vais pas, voilà. J'ai évidemment la mêleuse domino classique pour faire des assemblages particuliers. Ensuite ici, un petit bureau que vous avez pas, je pense, dans le bois, c'est tout ce qui est cuir. Donc ici, j'ai tout simplement des fers à chaud pour le cuir, pour arriver à marquer les champs, à graver le cuir, à coudre le cuir, à percer le cuir, à parer le cuir. Donc là, pour l'anecdote, j'arrive, mais pour vous montrer, on utilise des outils de ce genre-là. On va utiliser des couteaux demi-lune, on va utiliser des abacars, c'est-à-dire qui permettent en fait de faire, si on compare, c'est l'équivalent d'une fraise à chanfreiner. À chanfreiner, oui. C'est le principe, sauf c'est manuel. On va utiliser des alènes comme ça, qui vont permettre de percer le cuir pour passer les aiguilles et coudre. On va utiliser des couteaux à parer. On va utiliser des couteaux comme ça. Ça, c'est un cadeau que m'a fait Madame Vuitton. C'est le couteau de Monsieur Vuitton, utilisé dans les années 60. Le couteau de Monsieur Tout-le-Monde, ça.
Voilà, c'est un couteau qui sert à faire des ceintures et des bandes. Vous prenez votre peau, vous la passez et la lame est ici. Ouais. Et en tirant, on va pouvoir avoir des lacets, des sangles, des choses comme ça. C'est des vieux outils mais qui marchent encore très bien. Ensuite ici, j'ai une petite partie défonceuse sous table. Alors on en a deux. Tout simplement parce que dans certains travaux, ça m'arrange de pouvoir avoir une deuxième défonceuse où je vais mettre en place, je sais pas moi, par exemple un quart de rond et comme ça j'ai plus à dépointer quoi que ce soit. Je sais que quand je vais faire 3 mâles et que je sais pas encore exactement comment mes lattes je veux les finir ou je veux les faire, je vais mettre mon quart de rond, je vais faire 2 lattes en vitesse. Pendant ce temps, je pourrais faire des rainures sur une autre défonceuse et puis quand j'aurai fini mon projet, etc., j'ai pas dépointé ma machine. Et je m'embête pas, quoi. Je comprends bien. Voilà. J'ai aussi plusieurs défonceuses. Des fois, c'est bien d'en avoir une qui est réglée sur le chanfrein, puis avec l'autre, tu fais tes rainures ou tes mortelles. Si j'avais le luxe d'avoir plus de place, puisque pour moi, c'est mon seul problème, c'est le manque de place, ça fait rigoler, je pense, beaucoup, mais il faut savoir que les mâles, c'est quand même des objets qui prennent de la place. Ouais. Tu vois, t'en as une devant toi, ça prend tout de suite de la place. Oui, ça fait des grosses bêtes. T'as combien de mètres carrés? 400. D'accord. 400, mais je stocke 400 mâles. Donc en fait, dans l'atelier... Il a 400 mètres carrés, il se plaint, le mec. C'est trop petit. Oui, je cherche de la place partout, j'ai jamais assez de place. Et surtout, j'ai mal configuré mon atelier au début. Ben voilà. Et donc, j'étais sûr que ça venait de là. Ouais. Et donc, j'ai un problème du côté machine, où on va aller voir tout à l'heure. Mais du côté machine, j'ai un problème de place. J'aimerais avoir beaucoup plus de place et j'ai pas la place que je souhaiterais. Voilà, j'aimerais bien pousser les murs, changer un peu la configuration, mais à chaque fois, c'est un problème de temps. Après, de l'autre côté, j'ai mes outils manuels. Ça, c'est mes outils préférés. Ah, attends, donc, on va faire plaisir. On va se faire plaisir, on va faire un plan dessus quand même. Alors, ça, c'est mon côté amateur pour un professionnel. Parce que en fait, raboter à la main, ça va un peu à l'encontre d'une logique économique. Moi, je m'en fous souvent. Donc souvent, je fais les choses quand j'ai envie de les faire. Et donc, j'ai quelques petits outils comme ça que je vois. Que j'aime bien. Un rabot racloir là-bas que je crois connaître. Voilà, rabot racloir. Un petit rabot de paume intéressant. Ça, c'est absolument génial. T'as l'impression vraiment de... Celui-là, c'est le Veritas, oui. Hein, on dit de chez Chut, pas de marque. Oui, c'est le étiquette bleu. C'est ça. Le étiquette bleu, c'est du Veritas. T'as du Lie-Nielsen aussi là-dedans? Du Lie-Nielsen, ouais. Ça, c'est du Lie-Nielsen. Voilà. Non, ça c'est juste parce que comme ça, il y en a qui vont savoir, ils vont se sentir un peu chez eux, tu vois, on est un peu à la maison. Ouais. Là, il y a du Veritas. Ça, c'est un rabot recalé Veritas. Et puis, je me suis fait des petits plaisirs comme ça, par exemple. Ça, c'est trop drôle. Ah oui. Voilà. Oui. Donc ça, je m'amuse à les utiliser. Hein. Ah, mais en plus, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Je les ai utilisés pour des mâles de poupées. Ouais. Ça, c'est vraiment rigolo. Enfin, c'est vraiment pour la blague. Hein. Oui et non, parce que par exemple, tu prends ce qu'on appelle le rabot noisette, c'est un rabot courant chez les luthiers qui est indispensable. Et là, c'est pas pour la blague. S'ils ne vont pas, ils savent pas travailler. Non, mais donc, ça, c'est de la blague. Oui, bah oui. Après, ça, j'ai déjà utilisé pour de vrai. Ça, par contre, c'est réellement utile. Bah, c'est une affleureuse. C'est ça. La guimbarde est l'ancêtre de la défonceuse. La mini guimbarde, c'est l'ancêtre de la défonceuse. Ça, c'est Veritas toujours? Ouais. On reconnaît bien, ils ont le même système en fait. C'est trop drôle, quoi. Mais c'est marrant. Ça fonctionne parfaitement bien. Hein. Enfin, parfaitement bien. Ça, j'ai jamais essayé, par contre. Pour être franc. Oui. Voilà, le rabot à recaler de cette taille-là, là, par contre, c'est vraiment pour la blague. Oui, ça, j'ai jamais essayé. Ce genre de choses que j'aime particulièrement. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour des mâles bombés. Hein. Raboter une malle bombée... Il y a les rabots cintrables. Ouais, mais... Non, mais j'en ai un, c'est bien, mais pour le travail très fin, c'est toujours très compliqué à régler. Je pense qu'un rabot cintrable, c'est bien sur un bois que tu veux vraiment courbe et lisse. Il faut qu'il soit de fil, Ouais. Sur la malle bombée, comme c'est pas que une coupe comme ça, mais c'est bombé dans tous les sens. Il faudrait que tu recentres ton rabot à chaque fois dans un sens différent. Ça peut être vite compliqué. Et là, ça passe partout, c'est facile. En plus, c'est pas trop compliqué à affûter. Voilà, enfin bref, ça c'est mes petits jouets. C'est pas forcément ce que j'utilise au quotidien, parce qu'au quotidien, moi par exemple, la scie Lie-Nielsen, moi des tenons, j'en ai pas tous les jours à faire. Hein. Ah non. Non, je n'en fais pas tous les jours. Et quand j'en fais, je les fais souvent pas forcément à la scie à main, quoi. C'est ça que je veux dire. Et pareil pour les rabots. J'utilise à la fois des rabots comme ça, mais j'utilise aussi des rabots de chantier, enfin ce que moi j'appelle des rabots de chantier. Là j'ai du rallye. Pour moi, dans certains cas, sur des vieux bois, c'est quand même vachement plus sécurisant
de travailler avec un truc comme ça. Mais non, mais il n'y a pas de côté affectif là-dessus. Oui. Je me fous des traces de colle. Enfin, j'ai pas la sensation d'abîmer mes jouets. Là, j'ai la sensation d'avoir un outil de travail, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que je perds pas de temps. Parce que mine de rien, quand on bosse, réaffûter parce qu'on a pris un clou, Oui, t'as pas que ça à faire. bah voilà. Ça coupe le travail. Et surtout que ça arrive tout le temps à un moment où ça t'emmerde. Donc là, ben, en vitesse, on peut changer très très vite. Donc c'est assez sympa, mine de rien, quoi. Donc là, on est... Là, on est dans un des stocks de pièces. On a 2 pièces comme ça, hein. On a 2 stocks identiques à celui-là, enfin identiques en termes de taille. En gros, ici, il y a toutes les pièces détachées permettant de fabriquer un bagage ou de restaurer un bagage. Ça va de, pour te montrer, ça va des équerres en laiton un peu particulières qui permettent de mettre sur une latte en bois d'une malle, en passant par des poignées laiton par exemple qui servent sur un bagage, en passant par des serrures particulières, un fermoir par exemple, ça c'est pas une serrure, hein, c'est un fermoir. Quand on veut faire quelque chose d'un peu plus design, moderne ou ce genre de choses, en passant par des passants un peu spéciaux, des passants en cuir. Tout ce qui peut servir à fabriquer une malle, ça va du crochet pour un cintre, en passant par la sangle en cuir, la poignée en cuir. Ici, par exemple, on a en stock pour des gens qui veulent du prêt à fabriquer, entre guillemets. Ce sont des poignées en cuir, peau de vache, comme ça se faisait à l'époque. Et elles sont neutres, c'est-à-dire qu'elles sont blanches. Et ensuite, il n'y a plus qu'à teinter la tranche et à teinter la poignée de la couleur qu'on veut. On peut faire du brun, du bleu, qu'on veut. Donc pour une malle, par exemple, ou pour une valise, ou pour un bagage, voilà, ça permet de gagner du temps. Plutôt que de coudre tout à la main, ça prendrait un temps fou, quoi. Ici, par exemple, on a tout type de charnières. Et très souvent, je remarque que les gens qui fabriquent des meubles absolument merveilleux, t'as des gars sur l'Air du Bois ou sur YouTube qui font des coffrets absolument magnifiques, des trucs de toute beauté. Et souvent, c'est la bijouterie qui pêche. Ils vont mettre un fermoir en tôle chinoise parce que, en fait, par manque de choix et surtout par manque d'idées. Puis par manque de connaissances, parce qu'en fait, ça je peux te le dire, parce que moi j'en fais des petites boîtes. Ouais. Du coup, je passe là, parce que comme ça, sinon ça va être bizarre, mais Tu peux participer. on ne sait pas où trouver. Du coup, on commande sur Amazon, et qu'est-ce qu'on trouve? Bah, des chinoiseries. C'est ça. Et alors, pour t'expliquer la différence... On connaît pas tous la malle en coin, quoi. Non. Puis en plus de ça, c'est beaucoup trop gros pour une boîte, ça. Enfin, pour nos petites boîtes à nous, en tout cas. Oui, alors il y a différents types, mais ce que je veux te montrer, c'est la différence. C'est que souvent les gens voient pas la différence. Ça, c'est un coin qu'on appelle en acier laitonné. Donc ça vaut pas très cher. C'est mignon, mais c'est pas du luxe. Oui. Ça, tu peux trouver effectivement sur Amazon, peut-être. Enfin, par contre, quand tu arrives dans ce genre de produit, je vais te montrer la différence. Ce coin en laiton massif, pour vous donner un ordre d'idée, il est fabriqué en région parisienne par une société française, ce qui est relativement rare. C'est pas fabriqué en Chine. D'accord. Pour fabriquer un coin comme ça, il faut 6 étapes. Entre le moment où ils ont une plaque de tôle plate et le moment où ils sortent un coin, il y a 6 étapes. Ils font d'abord un chapeau chinois avec un genre de marteau pilon. Ils découpent et ils font un chapeau chinois. Ensuite, ils forment le coin. Et c'est un vrai coin en laiton massif. Donc on peut le faire en polydoré. On peut avoir une qualité de brillant et de matériaux qui est absolument merveilleuse. Donc quand on fabrique un coffre de, je sais pas moi, 80 cm par 1 mètre et qu'on y a passé 25 heures et qu'à la fin on le finit avec un vernis de merde et 3 coins chinois à $2, je pense qu'on gâche son propre travail parce que c'est ce qui se voit le plus, quoi, à la fin. Oui, ça donc met en valeur la réalisation. Voilà, donc le choix de la bijouterie est relativement importante. Pareil, il y a la même chose pour les clous. Tu as des clous à 10 centimes et des clous à 1 euro pièce. Donc un clou à 1 euro pièce, c'est sûr que c'est très cher, c'est très coûteux, on va dire, c'est pas cher mais c'est coûteux. Mais ce sont des vrais coins en laiton massif qui ont une qualité de finition beaucoup plus belle. Je vais vous donner un exemple si tu permets. Ah mais je permets, moi, monsieur. Je suis pas comme ça. Je vais donner un exemple de serrure. Mais quand tu vois un objet comme ça, ou comme ça, alors là il y a un film plastique par-dessus, c'est du polymiroir. Vous pouvez voir que la serrure, elle est vissable, elle est démontable. Ça, ce sont des serrures que je fais fabriquer spécialement. C'est vraiment du travail artisanal à la main, quoi. C'est magnifique. Et ça, ce sont des serrures qui sont fabriquées en plus grande série, on va dire. C'est italien. C'est fait pour des gens un peu plus débutants, dans le sens où la serrure ici, elle est complètement plate. Donc je peux la poser. Je peux la poser sur un
Sur un coffre complètement plat, Ouais, ça fonctionnera parfaitement. d'accord. Alors qu'ici, c'est pour une malle. Donc quand il y a une malle, en règle générale, là, il y a un décrochage entre cette partie et la partie platine. Faut prévoir une défonce, quoi. Il faut prévoir une défonce de cette partie-là Ouais. à l'intérieur de la malle pour pouvoir placer le truc. Enfin, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Mais la bijouterie est très très importante et donc j'ai essayé d'apporter le maximum de soin au choix des petites pièces qui peuvent composer une malle. Et donc, nous, on s'adresse pas quelqu'un qui cherche 2 charnières pour un coffre dans sa voiture de livraison. Il va chez Leroy Merlin, il trouve. Oui. C'est pas un problème. Mais quand il fait un bel objet, bah, avoir de beaux clous, avoir un choix dans la taille, dans la possibilité de les retourner ou alors de les rifter, c'est vachement important et ça permet vraiment de changer complètement le look de l'objet final, quoi. Voilà. Tu me disais tout à l'heure, ici, tu as plusieurs centaines de kilos de... Alors là, je dois avoir à peu près 4 tonnes et de l'autre côté, à l'arrière, j'ai encore un stock de 4 ou 5 tonnes qui sont... Alors à l'arrière, c'est un stock authentique qui date des années 1950 que j'ai racheté à un maltier il y a à peu près 3 mois. Et c'est un monsieur de 85 ans qui avait fermé son atelier en 1981 et qui avait tout le stock depuis son grand-père et qui savait pas quoi en faire parce qu'évidemment ça intéresse plus personne. Et donc j'ai racheté tout. J'ai racheté plusieurs tonnes de pièces détachées anciennes et d'époque. Donc ça pour moi c'est vachement intéressant. Voilà, enfin bref, petite parenthèse fermée. Oui. On peut. Ouais, on passe à côté. On passe à côté, on regarde l'atelier. Alors. Ah ben on est comme chez mamie là. Ah bah là normalement c'est là je crois que tu es là avec ton café. Normalement C'est ça, à peu près c'est par à peu près là, ouais. hein, à peu près là. Quelque part par là-bas, quoi. Là, tu connais bien et les gens, je pense, connaissent bien dans ton auditoire. Une scie à format, une dégo rabot. Bon, la dégo rabot, c'est pas ce qu'on utilise le plus, mais quand même, c'est quand même intéressant de pouvoir dégauchir correctement. Une petite Makita que j'aime beaucoup parce que c'est facile, rapide. Passer une pièce, c'est du vite fait. Pareil, la maintenance des lames, par exemple, là-dessus, c'est très simple. Enfin, c'est vraiment, je pense, le truc basique à la portée de tout le monde. Alors que changer les lames de rabot sur une dégo rabot, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Il faut faire le réglage, etc. Ouais. Voilà. Mais alors ici, bon, il y a un atelier de menuiserie, hein. Ouais. Il y a du bois. Alors il y a une partie du bois qui est ici, une partie du bois qui est dans une autre pièce. Il y a du bois un peu partout. Alors sachant qu'on a un public de boisons, on va peut-être faire un petit peu de détail. T'as quoi comme bois ici et c'est pour quoi faire? Alors ici j'ai du contreplaqué, du CP de peuplier. Oui. Pour faire des fûts. J'ai du chêne pour faire des coffres et pour faire des montages un peu particuliers, par exemple des socles, des choses comme ça. Alors j'ai du chêne pour une raison principale, c'est que j'ai payé mon chêne pas très cher, parce que mon meilleur ami d'enfance a une scierie, qu'il est spécialisé en chêne, il est à Agno. Un jour il m'a appelé, il avait absolument besoin d'installer une nouvelle machine très 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 rapidement, et que, conséquence de quoi, il fallait qu'il se débarrasse 4, 5, 6 palettes de chêne vite. Il faut le dire, ça, on peut l'aider. Ouais. Alors, bah, je suis allé, j'ai récupéré, et j'ai acheté ça à un prix dérisoire, ce qui me permet d'utiliser du chêne sans avoir sans avoir dépensé énormément d'argent. En conséquence de quoi, j'ai du 22, j'ai pas autre chose. C'est comme ça. Libre à moi après de faire le reste, quoi. Voilà. Et c'est des planches, c'est des tas de choses. À côté de ça, j'ai un peu de hêtre en stock. Et puis j'ai quelques bois précieux, soit pour du tournage. Il y a la logistique. Il y a l'approvisionnement, ouais. C'est gentil, hein. On va boire un coup. Santé. À la vôtre. Faut préciser quand même que Yann a du courage puisqu'il fait 30 degrés ou quelque chose comme ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est qui disait ça? Kipling, Churchill. Voilà. Je sais pas si c'est une citation apocryphe, mais c'est Nietzsche, a priori. Ah, oui. Non, mais c'est possible, ça correspond, ouais. Ça correspond bien. C'est tout à fait possible. C'est la philosophie à destination d'un très petit public. C'était un marché de Nietzsche. Non. Par contre, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est, en pourcentage du travail que tu fais sur la fabrication ou la restauration d'une malle, ce qui est de la menuiserie. La menuiserie sur la restauration d'une malle, c'est 10%. D'accord. C'est très peu. Par contre, en fabrication, c'est plus. Et ça dépend du niveau de fabrication. Je donne un exemple. Il m'arrive qu'on m'apporte une malle, par exemple, où il manque un côté complet. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va découper complètement l'endroit où il y a un manque.
Et puis ensuite, je fais tout simplement des papillons. Hein. Et puis je vais... Des papillons. Ouais. Donc on fait des papillons en restauration de mâle. Ouais, bah comme en menuiserie, quoi. Et c'est pas que fait pour faire snob sur la river table qui s'est fendue. Alors moi, mes papillons, ils seront jamais visibles. Toi, c'est des papillons invisibles. Ah ouais, on les verra jamais puisqu'on va recouvrir après par une toile. Mais c'est le principe est le même. C'est-à-dire qu'en gros, je vais refaire un morceau de bois qui fait la taille du manque. Et puis pour la jonction entre ce que je rajoute et ce qui est existant, le bois sain, je vais couper jusqu'au bois sain. Et après, je vais faire des papillons si nécessaire. Si le bois pourri arrive jusque-là, je démonte tout ça et je refais carrément le champ complet. Mais il arrive que j'ai juste un trou comme ça. Enfin, souvent c'est le fond. Il manque complètement le fond de la malle. Oui. On va découper, on va garder le bois sain et puis après on va faire des papillons et on va remettre un bois de même nature que l'essence qui est là-dessous. Là, par exemple, c'est du peuplier. Ça, je suis sûr. Et donc, je vais faire en peuplier. Donc, on va faire une greffe, quoi. L'équivalent d'une greffe. D'accord. Sauf que on s'embête pas, entre guillemets, à avoir une qualité aussi belle que quand on fait un papillon sur une river table. Puisqu'on le voit pas. On le voit pas. Donc, moi, la jonction, je vais faire ça de façon très grossière. Je découpe mon papillon à la main, avec une scie à main, hein. Pop, pop, je m'en fous qu'il soit bon. Hein. Je pose, je trace au crayon, je troue mon machin, et puis je suis à peu près et je colle au Saint-Aubois. Je colle pas à la colle. Et il y a une action de collage très très forte, et après un ponçage, et je peux réentoiler. D'accord, oui, parce que c'est une résine époxy, le Saint-Aubois. C'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. Pour ça, c'est parfait. On peut dire que grosso modo, quand on travaille sur une malle, la menuiserie dessus, c'est entre 10 et 30%, quoi, selon... Alors, si on la fabrique, c'est 30%. Oui. Si on la restaure, c'est 5-10%. Oui. Sans que le bois soit abîmé, en fait. S'il n'est pas abîmé, il n'y a rien à faire, du coup. S'il n'est pas abîmé, qu'il n'y a rien à remplacer, on ne fait pas de bois. Il n'y a pas de menuiserie. D'accord. C'est que, après, de la toile, de la serrurerie, etc. et de l'esthétique. Après, moi, il faut bien voir que je travaille aussi sur des coffrets, sur des choses où j'ai de la menuiserie à faire, de la menuiserie pure. Je sais pas moi, remplacer un filet en laiton sur une vieille cave à liqueur, ou des choses comme ça, où il peut m'arriver de faire du plaquage, il peut m'arriver de faire des recollages, de plaquage décollé, des choses comme ça, ou alors de la fabrication pure. Et là, j'utilise les machines en menuiserie. Mais la menuiserie, je dirais, à la limite, je pourrais ne pas en avoir, presque. Et tout faire à la main. Mais moi, c'est un plaisir. Je pense que c'est un ensemble. Ça ouvre le champ du possible. Par exemple, j'utilise beaucoup la menuiserie, non pas pour la malle, mais pour les stands qui me permettent d'exposer la malle. Je vais fabriquer un stand particulier. Je vais fabriquer des trépieds pour le client. Le client, il veut que sa malle soit à 45 cm. Je vais lui fabriquer des pieds en chêne massif, par exemple, pour que, tac, il puisse présenter sa malle comme il a envie à 45 cm. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était pour la partie menuiserie. Oui. Là, on va sortir. Ouais. Donc là, on est dans quelle pièce, du coup? Alors, ici, on est à l'extérieur de nos bâtiments. Oh, de la pâte d'amande. Oui, presque. On est à l'extérieur de nos bâtiments principaux. Oui. C'est une extension que j'ai faite. C'est un Algeco que j'ai fait poser directement à l'arrière. On l'avait dit que c'était trop petit. Moi aussi, je vais mettre un Algeco chez moi. Ouais, j'ai rajouté l'Algeco. Tout simplement, alors c'est pas forcément une question de place, c'est une question de saleté. Ce que je fais ici, c'est du polissage. Et le polissage, c'est le travail le plus sale qui puisse exister. C'est vraiment crade, c'est dégueulasse. Et c'est vraiment un monde à part, quoi. Donc, pour polir des pièces, j'utilise des cotons soit de cette taille-là, soit de cette taille-là. En gros, c'est les 3 tailles, quoi. Ça, c'est pour des grosses polisseuses professionnelles. Et encore, moi j'ai une petite grosse polisseuse, on va dire. Hein. C'est pas, vous avez des polisseurs qui ont des machines avec des cotons de 50 cm de diamètre. Hein. Là, on n'en est pas là. Mais en gros, je vais pouvoir polir les pièces lorsqu'elles sont démontées du bagage. Et sinon, j'utilise en fait un Movix. Mais je trouve que c'est une petite boîte Movix qui fait vraiment des trucs super. Donc là à gauche, tu as le moteur. Vous avez le moteur. Inflexible. Inflexible qui peut être de différentes natures. Un mandrin, genre mandrin de perceuse. Et une pédale de contrôle. D'accord. Et donc cette pédale, vous pouvez régler en fait le fait que la vitesse soit complètement réglable par le pied,
Ou alors on peut mettre des petits bloqueurs qui permettent de régler le niveau de puissance, et donc il y a juste à appuyer et on est à la puissance. Là par exemple, moi j'ai demandé à être à mi-puissance à peu près en vitesse, et donc j'ai bloqué tout pour que ça aille pas plus vite, jamais, dans aucun cas. Donc là je vais pouvoir en fait passer de la pâte à polir, hein. On fait ce qu'on appelle une charge au départ, on charge sa pâte à polir et on va polir, et ça permet de faire le gros, vraiment le très gros. Donc d'abord les métaux sont brossés, sont désoxydés, sont décapés, donc ça je fais ça à la brosse à nylon, avec différents grains de brosse à nylon, puis j'arrive au polissage. Le polissage, le gros, je le fais avec ça, puis après je passe à des Dremel ou des systèmes comme ça. Donc là c'est c'est pas une Dremel, ça s'appelle une Dermeil. Et donc ici après, j'ai des tout petits tampons que je vais charger exactement de la même façon qu'un gros, hein, et on va pouvoir aller dans des tout petits détails. Et puis ensuite, ça se fait avec des genres de cure-dents en bois recouverts de coton que je recouvre, et je vais pouvoir nettoyer les tout petits interstices vraiment précis. Faut être patient. Voilà. Oui. En gros, pour polir une malle, il me faut en général entre 12 et 15 heures sur une pièce normale. Voilà. C'était donc la dernière pièce, quoi. Ça, c'est la dernière pièce, ouais. Ok. Ouais, ça fait un sacré paquet d'opérations quand même. Hein. Oui, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton accueil et pour la visite. Moi, je vais aller faire un petit tour dans les locaux. On va pas leur cacher, on va aller faire quelques plans de coupe pour que ce soit joli sur la vidéo. Ouais, reprendre un café. On va reprendre un café. On va ranger le matériel. Enfin... Si Yann vient vous voir un jour, prévoyez 2-3 litres à oui, peu près de café. On m'a toujours dit pas plus de 3 par jour, le café. 3 litres, oui, non, oui. c'était ça le... Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il voulait dire. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai manqué d'eau. C'est ça, voilà. J'ai manqué d'eau. Donc, il fait pas froid dans l'Algeco l'été, hein? Non. Dans l'Algeco, quand c'est la canicule. Tu vois, il y a le thermomètre là, mais c'est sûr que... Il fait 35. Ouais, et en hiver, il fait souvent... Et en hiver, il fait 2. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu le souci. Le seul avantage, c'est que c'est un travail statique, donc on est assis. Mais en hiver, c'est particulièrement dur. Ça devient un inconvénient. Ouais, en hiver, c'est vraiment dur. Ok. Voilà. Bon, on va couper.